Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné, avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode d'Histoire de coach. À travers ces échanges intimes, je te propose de plonger dans l'histoire de différents coachs et professionnels de l'accompagnement pour comprendre les dessous du métier. Histoire ordinaire ou extraordinaire, je souhaite ici mettre en lumière la beauté de ces parcours qui ont un but en commun, impacter positivement la vie des gens. J'espère que l'écoute de ces épisodes t'inspirera autant que moi, et si c'est le cas, pense à laisser une note sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse-moi un commentaire. Belle écoute à toi. Salut Ambre, merci d'être sur le podcast Beyond Yourself Coaching aujourd'hui. Comment vas-tu? Salut Julie, ben, franchement, je suis super honorée, d'être ton invitée aujourd'hui. Je vais super bien, ici, j'habite à Guernesey, il fait pas très beau aujourd'hui, mais ça m'empêche pas d'avoir un super moral, d'être trop contente là d'être, derrière ton micro. Donc franchement, merci pour l'invitation. Eh bien écoute, c'est moi qui suis ravie parce que en plus tu vas ouvrir le bal de ce nouveau concept que je lance sur le podcast. On va parler de ton histoire et pour moi c'était indispensable que tu viennes, à mon micro parce que, je pense, tu as un parcours très riche, par rapport à ce que tu apportes maintenant, sur le marché du coaching. Tu vas nous en parler, on va aller creuser, on va se poser des questions sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de discuter, sur un podcast, mais l'objectif, bah, c'est qu'on parle de toi et que tu puisses nous expliquer, bah, comment tu es devenue coach, ce qui a été facile ou non, d'où tu viens. Bref, on va aller, vraiment, creuser dans tous ces recoins. Est-ce que tu es prête? Super prête, c'est parti. Génial. Alors c'est parti. Bah, déjà, commencement, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, dire, ce que tu fais? Alors tu nous as dit d'où tu viens, mais, qu'est-ce que tu fais, en tant que coach? Alors, je suis coach depuis 2 ans maintenant. C'est une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans la diplomatie culturelle et maintenant, en tant que coach, ben, je suis coach crise de la trentaine. Donc en gros, j'aide les trentenaires à créer le nouveau chapitre de leur vie parce que, souvent à 30 ans, on peut sentir ce décalage entre là où on est, là où on a envie d'être. Parfois, on peut avoir des aspirations, mais on se sent bloqué, pour les accomplir et du coup, moi, je suis là justement pour aider les trentenaires. C'est un sujet qui est pas trop abordé sérieusement. Il y a plein de comptes sur Instagram qui rigolent de la trentaine et franchement, j'adore ces comptes. Mais derrière ça, il y a une réelle souffrance, il y a une réelle, pression, il y a une réelle comparaison et du coup, moi, j'ai décidé en tant que coach d'adresser justement ce sujet parce que j'ai vécu aussi moi-même ma crise de la trentaine, donc je t'en parlerai. Mais donc voilà, c'est ce que je fais maintenant. Donc je travaille, en ligne principalement, je fais des coachings individuels, mais là, je suis en train plus de me positionner sur le coaching de groupe parce que j'adore la dynamique de groupe et que je pense que quand on est trentenaire, on a trop envie de créer une communauté de copines aussi qui traversent les mêmes choses. Et donc ça, c'est ce que je fais en tant que coach. Sinon, je suis originaire d'Aix-en-Provence, mais j'ai déménagé il y a un mois sur la petite île de Guernesey. Voilà, j'adore me baigner dans l'eau froide et et voilà pour les petits détails croustillants. C'est quand même très drôle pour une sudiste de dire: «J'aime me baigner dans l'eau froide». Ouais, je dois être un peu maso quelque part. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Effectivement. Mais tu vois, ce que tu viens d'exposer, c'est exactement pourquoi je voulais que tu viennes, sur ce type de podcast parce que justement tu coaches sur, un domaine qui est souvent justement, enfin sur lequel on rigole assez facilement, mais finalement il y a quand même quelque chose de profond qui se passe, derrière et je le sais, d'autant plus parce que j'étais passée derrière ton micro sur ton propre podcast, à toi et les questions que tu m'avais posées justement sur comment j'avais vécu ma trentaine et cetera, c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup réfléchir et je trouve que le domaine sur lequel tu es, il est passionnant. Donc pour moi, c'était un indispensable que tu viennes aujourd'hui et on va attaquer dans le dur parce que j'aimerais énormément savoir
tu étais quand tu étais enfant? C'était quoi ta personnalité? Quand j'étais petite, c'est vrai que j'étais, enfin, en tout cas, mes parents m'appelaient la sauvageonne. J'étais sauvage, j'étais hyper extravertie, j'étais tout le temps dehors, je construisais des cabanes, je passais ma vie dans la forêt à monter aux arbres, à me faire mal, à sauter de murs ou à grimper les dans les maisons. Enfin, j'étais vraiment une enfant sauvage et c'est vrai que j'étais aussi, bon, à une petite échelle, une petite leader aussi. C'est en réfléchissant à ça, je réalise que quand on faisait des jeux de, je sais pas, d'espions avec mes amis quand on était petits, j'étais toujours la chef. J'avais un peu ce côté leader, pas dictateur, hein, mais presque. C'est vrai que j'étais très extravertie, que j'étais faux-folle, et je pense qu'en y réfléchissant, j'avais un petit côté choupi aussi. J'aimais et j'aime aussi encore en ce moment, j'aime taquiner, j'aime, faire des farces, j'aime, faire peur, enfin faire peur, enfin voilà, enfin surprendre les gens, enfin les gens avec qui je me sens en confiance bien évidemment, et c'est vrai que j'ai un petit côté choupi qui avait disparu, pendant mon adolescence. Enfin, vraiment tout ce que je te dis, c'est vrai que ça ressort petit à petit là depuis ces dernières années, depuis que je commence à me retrouver, à être vraiment qui je suis, parce que j'ai l'impression que tout ça, en fait, ça a disparu pendant mon adolescence, c'est un peu ma vingtaine, et c'est que depuis maintenant que, depuis que j'ai 30 ans, en fait, que je renoue un peu avec cet enfant intérieur, cet aspect de ma personnalité, et c'est plutôt cool. OK, mais c'est super intéressant. Tu penses que du coup qu'il s'est passé quelque chose pendant ton adolescence qui fait que tu avais mis de côté certains traits de ta personnalité? Ouais, je pense que, c'était un trait de personnalité qui, bah, déjà dérangeait mes parents. Parce que c'est vrai que, du coup, en parallèle de ça, j'étais pas forcément une enfant facile, j'avais un peu des c'était compliqué pour moi l'autorité, du coup, ils m'ont envoyée en internat, je me suis virée de l'internat, pas pour des choses gravissimes, hein, j'étais pas une, grosse rebelle, mais c'est vrai que, ça posait problème, en fait, ce besoin de liberté, aussi de comprendre pourquoi l'autorité. Moi, quand on me disait, «Tu dois le respect, c'est comme ça et pas autrement», je questionnais tout le temps, enfin: «Pourquoi est-ce que je dois le respect si moi on me le donne pas?» Tu vois? C'était vraiment un peu un Mmh. comportement assez explosif, tu vois? Je fuguais, j'étais insolente, et du coup, je pense que, en grandissant, ben, j'ai vu que en fait, mes parents m'ont envoyée dans un lycée, très catho, très privé, où enfin, une fois, je suis allée en j'ai fait une bêtise, ils m'ont mis 35 heures de colle, tu vois? Enfin vraiment, Waouh! et du coup, ça, je pense que ça a un peu étouffé ma personnalité, en fait, et parce que c'était pas des côtés négatifs, c'était comme j'étais, en fait, ça a un peu étouffé tout ça, et après je pense que vu que j'ai fait des études assez sérieuses, j'ai fait des études de droit, enfin, on en parlera, mais c'est vrai que j'étais dans un cursus, en fait, dans un moule qui il fallait que je rentre, en fait, dans ce moule pour être acceptée, pour me faire des amis, et j'avais un besoin d'intégration aussi, et je pense que du coup, ben, je me suis conformée pendant plusieurs années, et j'étais pas forcément malheureuse, mais c'est vrai que j'avais perdu ce lien, en fait, avec cette petite fille intérieure qui était, ben, sauvageonne et libre, et je pense que enfin voilà, c'est pour revenir à la question, ouais, c'est pour rentrer dans le moule et pour me faire accepter par mes parents, par la société, pour me faire des amis, que j'ai dû un peu, temporiser, ce comportement, cette Ouais, personnalité. Mmh. tu étais dans l'adaptabilité pour justement être Mmh. accepté autour de toi et que, parce que toi, du coup, tu le vivais mal, le fait, justement de sentir que ton fond de caractère était un frein pour que justement tu sois, accepté. Tu l'as ressenti ou pas toi, pas du tout? Je pense que sur le coup, je me sentais pas très bien, mais je comprenais pas que c'était ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours ressenti un décalage, tu vois? Vraiment, parce que à côté de tout ça, ça venait aussi une sorte de légèreté de vie, de spontanéité. Je rigolais tout le temps, j'étais un peu faux-folle, un peu légère, en fait. Je prenais pas trop les choses au sérieux, et c'est vrai que, ce qui me faisait souffrir, c'est que justement on me disait: «Mais, comment dire? C'était quoi qu'on me disait? Oui, tu vis au pays des bisounours, sois Mmh. sérieuse», et en fait, c'était ça qui me faisait souffrir, mais sur le coup, je m'en rendais pas compte. Je me disais: «C'est un problème que j'ai avec moi, il faut que je change», tu vois? Et du coup, c'est maintenant que je vois qu'en fait, ce qui me faisait souffrir,
d'accepter de pas être fidèle à moi-même. Mais ça, je pense que c'est normal quand on est ado, Ouais, on a envie, on a ce besoin de bien sûr. d'appartenance, donc c'était normal. Mais c'est vrai que maintenant que je me suis retrouvée et que j'accepte ces traits de personnalité, je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même et waouh, ça me fait du bien. Tu m'étonnes, ça libère. Ouais. Donc maintenant, c'est ce que tu dis, donc tu as retrouvé la petite fille finalement que tu étais, quand tu étais, plus jeune. Hem, Comment tu expliques du coup, ce changement? Parce que tu es passée de, petite fille un peu sauvageonne, comme, tu as dit, à très libre finalement dans ce que tu as envie de faire, comment tu te sentais et cetera, à OK, je me restreins quand même un peu pour rentrer davantage dans un moule finalement, au niveau familial et au niveau, de la société aussi pendant, l'adolescence. À quel moment tu as réussi à retrouver ta personnalité, d'antan, si je puis dire? Ouais, il y a 2 ans, vraiment quand j'ai fait ma crise de la trentaine, en gros pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, j'avais un super job dans la diplomatie culturelle, je travaillais à Washington, à l'ambassade de France. J'avais un mec depuis 5 ans, j'avais un super appart, on parlait mariage, on parlait bébé, enfin vraiment, tout bien, je cochais toutes les bonnes cases. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers 28 ans, je me disais: «OK, je coche toutes ces cases, très bien» et j'avais beaucoup d'attentes par rapport au fait de cocher ces cases. Je me disais: «Une fois que je cocherai ces cases, je serai fière de moi, je me sentirai acceptée, j'aurai confiance en moi» et en fait, pas du tout. Tout ça ne s'est pas passé et je m'étais dit: «Mais pourquoi?» enfin cool, j'ai coché ces cases, ça rend mes parents fiers, ça les rassure, voilà, j'ai un bon job, j'ai un compagnon, du coup, un jour, ils seront grands-parents, enfin mais j'étais là: «Mais OK, et à moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je suis vraiment heureuse dans cette situation, en fait?» et c'est à ce moment-là que j'ai commencé la méditation aussi et c'est pas une coïncidence, c'est juste qu'en fait, j'ai appris à me connecter vraiment à cette petite voix intérieure et dès que la petite voix intérieure m'a dit: «Ambre, tu plus au bon endroit, c'est pas ça que tu dois faire de ta vie ou en tout cas, c'est plus ça que tu dois faire de ta vie». Franchement, Julie, cette voix, je pouvais plus l'ignorer. C'était vraiment une voix qui grandissait et à un moment, je me suis dit: «C'est plus possible. Je s cool, sur le papier, j'ai une sorte de vie «parfaite» entre guillemets, mais je suis plus du tout épanouie. Je suffoque, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre et du coup, ma crise de la trentaine s'est, traduite par j'ai tout plaqué en fait à 28 ans, j'ai quitté mon ex, comme ça un peu du pas du jour au lendemain, mais quasiment. Enfin, j'ai quitté mon job à Washington, enfin, je l'ai pas quitté, mais en gros, c'était la fin de mon contrat et j'ai décidé de pas retrouver de travail dans ce OK. secteur. Je suis rentrée vivre chez mes parents dans mon petit bled, dans le sud de la France, un peu une main devant, une main derrière, tu vois? Et vraiment, je n'avais plus rien. Enfin, tous les aspects qui faisaient ma personnalité, Ambre qui vit à l'étranger, Ambre qui est en couple, Ambre qui travaille dans la diplomatie culturelle. J'avais plus tout ça, je m'étais dépouillée de tout ça et là, c'était un peu ma nuit noire de l'âme, tu vois? Où j'étais: «Ah mais en fait, qui je suis? Qui je suis si je n'ai pas tout ça? Qui je suis si j'ai plus envie de faire ce métier?» aussi parce que je sentais, tu vois, que j'étais venue à la fin d'un chapitre. Un chapitre que j'avais adoré, hein, parce que franchement, j'ai passé 5 ans dans la diplomatie culturelle, j'ai vécu en Inde, en Afrique du Sud, à Washington, j'ai adoré. Mais c'était la fin d'un cycle et j'étais là: «OK, cool, mais qu'est-ce que je veux faire en fait avec ce prochain cycle?» et j'en avais aucune idée et en fait, j'ai pris plusieurs mois de pause dans ma vie et c'est à ce moment-là que, j'ai travaillé sur moi, que j'ai découvert tout ce travail sur l'enfant intérieur, en fait, où je me suis vraiment reconnectée à la petite Ambre et alors je sais plus si c'était ça la question, mais c'est vraiment à ce moment-là que, justement, il y a des traits de ma personnalité qui était complètement, étouffée, hein, aussi dans mon travail parce que, ben, non, mon travail, je pouvais pas être spontanée, il fallait écrire des mails diplomatiques. Je pouvais pas, tutoyer les gens parce que Mmh. non, il y a des codes. Je pouvais pas être créative parce que non, il faut suivre des protocoles. Tu vois? C'était vraiment plein d'aspects de ma personnalité qui étaient complètement étouffés et qui se sont ravivés en fait en sortant de ce milieu qui ne me permettait pas d'être moi-même et petit à petit, j'ai appris à cultiver ça et là vraiment maintenant je me sens en accord avec moi, même si voilà, il faut apprendre à vivre avec soi-même aussi, mais j'ai l'impression que j'honore beaucoup plus qui je suis depuis que, j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même. Mmh. C'est génial et avec tes parents, du coup, comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même,
pour leur plaire finalement, leur plaire davantage Mmh. ou on met un peu le mot qu'on veut derrière, mais ils font partie de ce qui t'a étouffé en termes de personnalité à un certain moment de ta vie. Comment, ils l'ont pris en fait ce renouveau d'Ambre? Mmh. Alors franchement, moi, d'un côté, d'avoir je pense que c'était une étape essentielle de vivre tout ça, d'accomplir tout ça, parce que j'avais l'impression d'avoir coché la case, rendre mes parents fiers. Leur prouver que je Mmh. pouvais avoir un bon métier, leur prouver que j'étais pas une merde, tu vois? Enfin, que j'étais pas Ouais. nulle, leur prouver que voilà, je valais quelque chose. Ce qui s'est passé, que je redoutais le plus, est arrivé en fait, lorsque j'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais la diplomatie culturelle, que je changeais de métier. Ils m'ont dit la phrase que je redoutais le plus. Ils m'ont dit: «On a fait tout ça pour rien» et oh Mmh. là là, la culpabilité qui m'a envahie. Mais honnêtement, je m'y étais préparée. Je m'y étais préparée et même si je me sentais hyper coupable, au-delà de la culpabilité, il y avait ce sentiment de me sentir, alignée et d'être plus en accord avec moi-même qu'avec mes parents et je pense que ça les a énormément, pas déçus, mais mis mal à l'aise. Ça les ils ont mais aussi après, c'est par rapport à leur rôle de parents, ils se sont inquiétés pour moi: «Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a bientôt 30 ans, elle est célibataire, elle va finir vieille fille, elle a plus de sous». Donc franchement, je pense qu'ils se sont inquiétés pour moi et c'était bienveillant, mais c'était bizarre en fait parce que, je pensais qu'ils allaient me faire changer d'avis, me remettre sur le droit chemin et en fait, j'étais tellement en accord avec moi-même, je savais tellement que c'était la bonne chose à faire, même si je savais pas où je voulais aller, je savais ce que je voulais plus, tu vois? Et j'étais tellement en accord avec ça que j'avais les arguments et je pense que j'ai gardé une posture d'adulte, en fait, par rapport à ça. Je leur ai expliqué pourquoi et je pense qu'ils ont vu tellement que j'étais heureuse et alignée avec cette décision qu'ils ont pas trop, cherché à m'en dissuader. Ils m'ont pas forcément soutenue, hein, mais ils m'ont comprise, en tout cas. Mmh. OK, donc il y a quand même le côté un peu, déceptif, mais finalement ils ont vu que tu t'étais trouvée et que tu étais mieux dans ta Mmh. vie. Ça ça leur a suffi quand même en un sens, même si tu as pas eu le soutien inconditionnel sur tout ce que tu as, lancé par derrière. Exactement. OK, et si on revient un petit peu en arrière avant, que tu sois du coup, dans le monde, diplomate, qu'est-ce que tu as fait toi comme études? Qu'est-ce qui t'a mené à aller, vers ce métier-là, aux premiers Mmh. abords? Ouais, en fait, j'ai fait des études de droit. C'est vrai que c'est, bah, en fait, après le lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais les études de droit m'intéressaient et l'idée d'être avocate me plaisait beaucoup, en fait, défendre la veuve et l'orphelin, je trouve ça cool et en gros, donc je suis rentrée à la fac de droit à Aix-en-Provence. J'ai adoré mes études, mais vraiment c'était passionnant, j'adorais le droit comparé, aussi le droit américain et je me voyais déjà avocate au barreau de New York, enfin c'était vraiment génial. J'avais des super notes, j'avais un super groupe d'amis, j'adore Aix, enfin j'adorais Aix. J'y ai vécu là juste avant d'arriver à Guernesey et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de ma licence, enfin de mes années de droit, donc je faisais des stages en cabinet et en fait, même si j'adorais, la licence, enfin les études, je détestais la réalité du métier d'avocat. C'était très, procédurier, conflictuel, administratif, enfin j'aimais pas du tout la réalité en fait et mais j'adorais les études, donc j'ai continué et en fait, en parallèle de mes études, je travaillais dans un centre d'art contemporain et vignoble qui s'appelle le Château Lacoste. C'est trop beau. Si un jour tu es dans le sud de la France, je te conseille Je d'y aller. note. Ouais et en fait, j'étais guide, donc c'est-à-dire que je menais les groupes de personnes à travers les champs de vignes et je leur expliquais, et je leur montrais, ben, les œuvres d'art contemporain, le enfin voilà et leur présenter les œuvres en fait parce qu'en parallèle de ça, j'ai toujours été passionnée par l'art et en fait, arrivée en master, je me suis dit, «Je vais pas clairement faire du droit des entreprises en difficulté, du droit administratif», vraiment ça me donnait un peu la la nausée rien que d'y penser et je me suis dit: «J'adore mes études, comment est-ce que je pourrais continuer, dans le droit tout en mêlant ma passion avec l'art, en fait, à l'art?» Et c'est là que j'ai découvert la propriété intellectuelle. J'ai commencé à être passionnée par ça. Vraiment, c'était hyper intéressant et en fait, c'est grâce à un de mes profs de droit
j'ai découvert aussi le monde du réseau culturel, français à l'étranger, donc les alliances françaises, les instituts français. J'ai commencé par un stage, à l'Alliance française de Bangalore en Inde et je me suis dit: «Mais c'est vraiment le métier parfait en fait». Je fais du droit, j'organise des événements culturels, je voyage parce qu'aussi le voyage a fait vraiment partie de ma vie parce qu'en fait je te l'ai pas dit mais j'ai grandi, toute mon enfance je l'ai passée à l'étranger en fait jusqu'à Ah mes OK. ouais, jusqu'à mes 12 ans, parce que mon papa était dans l'hôtellerie et du coup, on a vécu en Tunisie, au Maroc, au Brésil, au Kazakhstan. Enfin, j'ai vraiment grandi à l'étranger et pour OK. moi, ben, continuer ma vie à l'étranger, c'était un peu, voilà, la normalité et du coup, c'est vrai que la diplomatie culturelle, c'était un peu la chose parfaite qui combinait un peu tout, ben, le droit, les événements culturels, le voyage et c'est vrai que ma carrière s'est vraiment lancée un peu toute seule, suite à mon stage. J'ai fait un stage en Inde, après un stage en Afrique du Sud et j'ai eu un poste, en Afrique du Sud, directement après. Ensuite, j'ai eu un autre poste à Washington et c'est vrai que ça s'est fait, tout naturellement, en fait. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait, avant de devenir coach. OK, et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, ces différentes expériences en dehors du coaching? Mmh, en dehors du coaching, je pense que ça m'a appris une énorme adaptabilité parce que, quand j'étais à Washington, clairement, j'ai organisé des dîners avec l'ambassadeur, avec Jack Lang, avec des ambassadeurs d'autres pays. C'était vraiment un monde fou, en fait et c'est vrai que j'ai appris un peu à me métamorphoser et à jouer un rôle, en fait, d'une personne OK. qui connaît les protocoles, qui peut avoir des conversations heu, assez haute intellectuellement et intéressante. Et en parallèle de ça, de ce que j'avais enfin ça, contrastait beaucoup avec ce que j'avais appris en Afrique du Sud parce qu'au contraire en Afrique du Sud, et ça avait beaucoup plus de sens pour moi à ce moment-là, on organisait des événements culturels dans les bidonvilles, par exemple et comment m'adapter aussi aux populations dans les bidonvilles, aux enfants, comment discuter avec la population locale aussi. Donc c'était vraiment en fait prendre un peu ces différentes casquettes et m'adapter en fait à mes interlocuteurs. Je pense que ça m'a appris aussi à créer une maison, en moi-même et avec les personnes avec qui j'étais parce que, ben, quand on voyage beaucoup, ben, tu le sais, enfin voilà, Mmh. la maison, c'est soi-même aussi et les gens, qui voyagent avec nous et je pense une ouverture d'esprit dans le sens où, je pense que tant qu'on n'est pas allé dans les bidonvilles, tant qu'on n'a pas vu la misère, c'est très facile de s'apitoyer sur son sort, se râler: «Oh, j'ai pas d'eau chaude, oh, je la retraite, oh ci et ça». Mais tant qu'on n'a pas vu la vraie misère, sociale, en gros, moi, de voir cette pauvreté, ça m'a énormément fait relativiser sur la chance que j'ai d'être dans ma situation et ça m'a énormément apporté dans ma vie de tous les jours pour me sentir beaucoup plus reconnaissante, beaucoup moins me plaindre aussi. Donc ça m'a énormément apporté à travers mes voyages. Mmh. Trop bien. Mais, Mmh. en plus, enfin, par rapport à ce que tu m'apportes, tu vois, je vois que tu as été au contact de l'humain, mais un peu sous toutes ses coutures Mmh. finalement. Donc c'est, enfin, c'est super riche pour le coup. Là, tu pas le choix que, bah, de comprendre effectivement comment ça se passe, bah, quand tu as, aucun moyen et de, comprendre les codes d'une société qui a tout finalement. Mmh et Donc, oui, c'est ça. C'est ça parce que d'une année sur ouais. l'autre, une année, je me suis retrouvée, vraiment avec les enfants qui n'avaient pas d'habits, dans le Mmh. bidonville de Soweto en Afrique du Sud à, les riches, Washingtoniens qui viennent le mardi soir, voir un film à la Maison Française avec, leurs fourrures et leurs talons alors qu'ils viennent au ciné, tu vois? Donc vraiment, c'était 2 populations, très, Totalement très différente, ouais. contrastante et je pense que c'est peut-être aussi à ce moment-là que mon travail dans la diplomatie culturelle a un peu perdu de son sens, parce que c'était pas un public qui avait besoin, ou en tout cas qui était empêché d'avoir accès à la culture et je m'étais dit: Mmh. «Mais qu'est-ce que j'en ai à faire en fait de montrer Amélie Poulain ou de faire connaître Stromae aux riches, américains?» Et c'est là que ça a un peu perdu de son sens, où je me suis dit, «Pourquoi je fais tout ça, en fait? Est-ce que ça a vraiment un sens pour moi? Est-ce que ma vie a un impact? Est-ce que j'impacte la vie de qui que ce soit dans ce métier?» Et c'est là aussi,
qu'a commencé toute la remise en question de: «Je ne suis plus à ma Mmh. place, j'ai plus envie de faire ce métier, je sers à rien en fait». En tout cas, je sers à rien pour moi qui ait du sens. Mmh. Ouais, donc tu as toute ta partie, valeurs, qui Mmh. ce qui est important pour toi, pourquoi tu es là, sur, cette «terre» entre guillemets, qui est Mmh. venue un peu te challenger à ce moment-là de ta vie et qui a fait que, bah, la petite voix a commencé à grandir, dans ta tête. Mmh. OK, Carrément. trop intéressant et alors du coup, donc là, tu claques la porte à 28 ans, tu commences à explorer différentes choses. Comment tu t'y prends pour passer de, «Je claque la porte, je laisse tout de côté» à, «OK, je vais devenir coach». Super question. Alors déjà, donc je suis rentrée en France en janvier, 2021 et j'avais envie de prendre une pause. Je me suis autorisée à prendre une pause de vie, en fait, où je me suis dit, «Je vais pas commencer tout de suite à chercher, je vais me prendre 1 ou 2 mois où vraiment je fais rien, je profite de ma famille, je reprends possession de mon temps, de ma vie», en fait. Donc ça, c'était pas facile. Je me sentais un peu coupable de faire ça quand je voyais tous mes potes qui travaillaient, mes parents, bref. Mais du coup, j'en ai profité pour renouer avec ma famille parce que oui, je suis retournée vivre chez mes parents, mais mes grands-parents aussi, enfin, c'était vraiment la grosse coloc et par contre, j'avais prévu de prendre plus longtemps de pause, mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de enfin, il y avait 2 choses en fait 2 sentiments qui naissaient en moi. Déjà une peur, enfin une sorte de pression à retrouver un travail parce que, il y avait l'aspect financier aussi, enfin j'avais un peu d'économie mais clairement, ça allait pas me faire tenir très longtemps et en fait, ce dont j'avais peur, c'était de retomber dans la facilité en me disant: «J'ai besoin de sous, donc je peux trouver un travail facilement, dans le coin, dans la diplomatie, enfin dans la culture». J'avais peur de revenir là-dedans, en fait, par facilité, de me dire: «Vite, vite, il faut que je retrouve un travail parce que j'ai besoin d'argent» et en même temps, j'avais cette sensation qu'il y avait un truc qui m'attendait, que vraiment il y avait quelque chose une mission ou en tout cas quelque chose d'excitant qui m'attendait. J'arrivais pas du tout à mettre le doigt dessus, mais je me suis dit: «En fait, il faut vraiment que je commence à chercher, il faut vraiment que je commence à faire ce travail parce qu'il y a un truc de fou qui m'attend et je sais pas comment mettre le doigt dessus». Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui j'ai toujours écouté des podcasts, j'ai toujours lu des livres de développement personnel, je me suis toujours questionnée, enfin, c'était vraiment quelque chose de naturel pour moi et je me suis dit: «OK, en faisant tout ça, j'y arrive toujours pas et j'ai pas de temps à perdre parce que j'ai trop hâte de cette nouvelle aventure». C'était pas une pression que je me mettais, c'était vraiment: «J'ai hâte», tu vois? Il y a un truc cool qui m'attend, il Mmh. faut que je me grouille et j'avais pas envie, tu vois, de galérer pendant des mois, des années, de trouver un autre job, en parallèle, tu vois? Et je me suis dit: «OK, il faut que je me prenne une coach». Parce que, enfin, j'étais vachement influencée par la culture des États-Unis. Aux Ouais, États-Unis, il y a tout le monde, enfin, c'est pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont une coach ou ont des coachs. C'est vraiment super bien vu. C'est trop cool là-bas d'en avoir une. C'est pas comme en France où, ouh là là, non, il faut pas se faire aider, ça veut dire qu'on est ouais, faible, il faut pas surtout aller chez pas. le psy, tu vois? C'est vraiment, je me suis dit: j'ai envie de me faire coacher parce que j'ai envie qu'on monte le chemin, j'ai envie d'aller vite». Hem, j'ai pas de temps à perdre parce que j'ai trop hâte et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma coach. En fait, c'était une coach que je suivais sur Instagram. On s'est appelé et vraiment ça a tout de suite matché. Je lui ai exposé mes questionnements, vraiment ce sentiment de décalage, mon besoin de me retrouver, mon besoin de guérir aussi parce que je sentais vraiment que j'étais un peu à vif, tu vois? Que j'étais pas du tout en paix avec mon hypersensibilité, que j'avais de la peur, de la jalousie, enfin plein de casseroles en fait que je trimballais et je savais qu'il y avait des façons de les guérir et j'avais envie de les guérir en fait, je parce qu'au final, j'avais quitté tout ça, tu vois? Mon mec, mon job, mais j'avais envie de me quitter moi-même ou en tout cas une version de moi-même qui Ouais. était un peu écorchée vive, tu vois? Qui était dans le mal et je savais que c'était possible en fait et j'avais besoin que quelqu'un m'enseigne les outils. C'est pour ça que j'ai donc engagé ma coach, qui a été ma coach pendant 3 mois. C'était vraiment une expérience extraordinaire en fait. J'ai énormément appris à ses côtés et en fait, on a fait un travail hyper intéressant sur, je sais plus si c'était en des journaling prompts ou en travaillant sur mon ikigai, mais en fait, une des questions qui m'a le plus bouleversée, c'était, quelle est la chose que tu peux apporter au monde et qui est unique? Et bien sûr, je on est tous, enfin uniques, mais en même temps personne n'est unique, tu vois? J'étais là pendant des mois, enfin pas pendant des mois, mais pendant des jours, j'étais là: «Mais je peux rien apporter d'unique, enfin il y a tout qui est fait, il y a tout qui est dit,
il y a tout qui est ouais, bref, il y a tout qui est fait, je peux rien apporter d'unique. Et en fait, vraiment en réfléchissant à cette question, je me suis dit: «Mais quelle est la chose que je pourrais apporter, qui a vraiment que moi qui peut le faire?» parce que ça aurait vraiment de sens, j'aurais vraiment l'impression d'utiliser mon existence à bon escient s'il y avait ce petit truc que je pouvais apporter, en fait. Et je me suis dit: «Mais Ambre, tu viens de vivre des mois super compliqués, une crise de la trentaine énorme», en fait. Je savais même pas que ça s'appelait crise de la trentaine parce qu'il y a très peu de choses sur le sujet. J'avais même pas mis le mot dessus et je me suis dit: «Mais Ambre, tu as traversé une énorme crise existentielle, tu l'as vécue d'une certaine façon, tu t'en es sortie. La plus belle chose que tu pourrais apporter au monde, c'est, ben, ton expérience, en fait. C'est vraiment la fa de d'expliquer et de montrer la façon dont tu as pu t'en sortir, en fait». Et je me suis dit: «Mais waouh, mais c'est vrai que ça, ma vie aura du sens une fois que enfin, que j'aurais apporté ce petit truc que personne ne peut apporter». Parce que même si on est plein à vivre cette crise de la trentaine, la façon dont je l'ai vécue, elle c'est ça qui est unique, en fait. Et du coup, je me suis dit: «OK, cool, je veux, je veux aider d'autres personnes à traverser cette crise de la trentaine, mais comment?» Tu vois? Enfin, je me suis dit: «Je Ouais. est-ce que j'écris un livre? Est-ce que j'en parle? Enfin, comment?» Et en fait, j'ai tellement aimé cette expérience de coaching et en faisant cette expérience de coaching, j'ai réalisé que ça faisait partie de ma personnalité aussi parce que j'ai toujours été la copine qui motive, qui conseille, l'oreille, attentive, tu vois, la présente. Et je me suis dit: «Mais attends, tu peux utiliser ton expérience en utilisant ta personnalité, cool». Donc ça, c'est déjà 2 points très, très cool. Et j'étais là: «OK, mais c'est pas juste mon expérience qui va faire que je vais aider les gens, il me faut aussi des outils concrets, des outils du subconscient». Parce que même si en France, on peut se déclarer coach, comme ça, j'avais envie Mmh. d'officialiser ça, j'avais envie d'avoir des outils concrets, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, ben, allez, c'est parti, on y va à fond». J'ai, heu, j'ai trouvé une école de coaching, en fait, qui était au Canada, donc j'ai dû la faire à distance avec le covid, tout ça, mais qui me proposait 5 certifications, en fait, avec des outils concrets. Donc enfin, j'ai fait une formation pour devenir coach de vie, pour, devenir praticienne en hypnose, en PNL, en EFT, le tapping là, je sais pas si tu vois ce que c'est? Oui, ouais, Et une autre technique qui s'appelle Time Technique. Et je me suis dit: «Waouh, en fait, là, j'ai une boîte à outils, en fait, qui peut venir soutenir justement mon expérience». Et donc ça, franchement, je suis rentrée chez mes parents en janvier. J'ai décidé que je ferais, enfin, j'ai commencé ma formation de coach en mai. Je l'ai faite à fond, mais à fond, vraiment, j'y allais, mais jour et nuit. Bon, après, j'avais la chance de pouvoir faire que ça, tu vois? J'avais pas ouais. d'autres jobs à côté, j'étais chez mes parents et tout. Je l'ai faite jour et nuit. En parallèle de ça, en août, j'ai créé ma boîte et en septembre-octobre, ça y est, j'étais lancée, j'ai fait mon site, j'ai fait ma page Insta. Donc au final, c'est allé très, très vite, tu vois? Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis passée de «je suis complètement paumée» à «ça y est, je veux devenir coach de vie» en spécialisée en crise de la trentaine. Et c'était trop cool et c'est allé vite, en fait, quand même. Mmh. Ouais, ouais, clairement et ce que vous ne voyez pas, c'est que, Ambre se met en énergie haute là, en me parlant de ça. On sent que c'est le bon endroit, tu vois? Je trouve que Mmh. c'est le corps ne ment pas quand tu parles de quelque chose qui t'anime, tu as ton corps qui s'anime aussi et le truc, vraiment que je trouve génial que tu nous as partagé, c'est, le côté, tu vois, l'excitation, le côté: «J'ai hâte, il y a un truc qui m'attend, j'ai hâte de mettre le doigt dessus, j'ai hâte de me mettre en mouvement» pour aller là-bas et je trouve ça génial et je pense qu'effectivement, le fait que tu aies baigné déjà dans différentes cultures à différents moments de ta vie, ça t'a aidé à ouvrir toutes ces portes-là et c'est vrai que tu as mis en lumière quelque chose qui est super important, c'est qu'aux États-Unis, le monde du coaching est très répandu, c'est normal là-bas et je trouve que c'est quelque chose qui a du mal à arriver en France, de normaliser le fait juste de se faire accompagner. Pas forcément avec, le coaching, mais aussi, toutes les thérapies de manière globale. On a l'impression qu'il y a une certaine honte qui plane autour de tous ces accompagnements et c'est tellement dommage parce que, bah, tu en es la preuve et on en est, tous la preuve. Moi aussi, je me suis fait coacher. Hem Ça change des vies, quoi. Ça te permet d'aller plus vite, ça te permet de t'aider justement à mettre de la lumière dans les zones où tu as du mal toi-même à aller chercher. Tu vois, la petite excitation là dont toi tu parles, bah, quelqu'un qui va t'aider à mettre le doigt dessus, c'est quand même génial. Des fois, il suffit d'une question comme, celle que t'a posée ta coach, qui est méga puissante et qui va t'ouvrir tout un panel de possibilités et ça, je trouve ça trop cool et franchement, j'ai adoré quand tu as parlé de cette excitation et cette, certitude qu'il y avait quelque chose, pour Mmh. toi et ça, c'est vraiment,
Enfin vraiment c'est vraiment trop cool et de te regarder, en parler, c'est passionnant. Bah, trop bien. Je m'en suis même pas rendu compte, tu vois? Et et comme on sait justement, la puissance du coaching, donc maintenant ça fait un peu plus d'un an que tu coaches, sur cette, crise de la trentaine. Hem, Moi je sais personnellement que, il est pas rare que dans certaines séances de coaching, il y ait une sorte de rebond, tu vois, qui se fasse et que, ce qu'on va creuser, chez, un ou une cliente, il y ait quelque chose qui me fasse aussi prendre certaines choses en conscience. Hem Toi, quelle a été ta plus grosse leçon à travers une séance de coaching avec, une de tes clientes? Je crois que tu accompagnes les femmes, je ne sais pas si tu accompagnes Mmh. les hommes aussi? Ouais, j'accompagne les femmes, c pas forcément volontairement, ça s'est fait naturellement, mais question super intéressante et je pense qu'un moment qui m'a beaucoup marquée ou en tout cas qui est venu au fur et à mesure de mes sessions de coaching, parce qu'au début, quand on est coach, on se met un peu en posture d'autorité. Tu vois? On se dit, Mmh. c'est moi qui guide, c'est moi qui rassure, c'est moi qui enseigne», donc on se met un peu en posture d'autorité. C'est vrai que bienveillante, bien évidemment, hein, mais c'est vrai qu'au début, j'étais dans cette posture et après je me suis dit: «Mais, il y a un lien qui se crée, mais il y a quelque chose d'autre qu'il faut qu'il passe, en fait». Et au début, je voulais pas parler à mes clientes de mes faiblesses, de mon expérience, parce que, ben, j'étais là pour leur montrer que pour incarner aussi quelque chose qu'elles voulaient incarner, pour leur montrer une certaine stabilité. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire depuis quelques mois, c'était vraiment partager mes expériences, commencer à partager ma vulnérabilité avec mes clientes, leur expliquer que oui, moi aussi je pleurais, que j'avais des doutes, que c'était pas parce que j'étais coach que j'avais tout compris ou que j'avais toutes les clés et que tout était parfait dans ma vie, que j'étais tout le temps bien. Et en fait, en parlant de ma vulnérabilité, de ma sensibilité, il y a quelque chose de fort, de très fort qui s'est créé, comme une relation de confiance et de: «Je me reconnais en toi aussi, en fait, et vu que tu vis les mêmes choses que moi, je sais que tu me comprends, donc je te fais encore plus confiance». Et du coup, c'est mes clients m'ont donné encore plus les clés pour les aider et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait halluciner. Et au final, je me suis dit: «Mais c'est pas juste en coaching qu'il faut appliquer ça, c'est aussi, dans la vraie vie. C'est OK d'être vulnérable, de se confier sur ses émotions. C'est pas une honte d'être, hypersensible». Ça, c'est vraiment un aspect de ma personnalité avec qui enfin, que j'ai renié pendant très longtemps. Pour moi, ben, quasiment toute ma vie jusqu'à il y a 2 ans, quand on me disait que j'étais hypersensible, c'était presque une insulte, tu vois? C'était, Mmh. «Tu es fragile, tu es immature», et maintenant, je vois à quel point c'est une force, en fait, une force de connexion. Et c'est quelque chose aussi que, bah, maintenant, en fait, donc j'habite à Guernesey parce que mon mec est originaire d'ici et donc il est anglais, sa famille aussi. Et tu sais, les Anglais, ils ont un peu cette forme de pudeur, ils sont très Mmh. réservés, ils parlent pas de leurs émotions et c'est un petit peu mon challenge personnel, tu vois, de ben, pas de les mettre mal à l'aise, mais de leur poser des questions un peu, sur Ouais. leurs peurs, sur leurs émotions, vraiment, tu vois, là, c'était l'anniversaire de mon beau-père et j'étais: «Ah bon alors, qu'est-ce que tu ressens d'avoir 65 ans?» Et c'est des choses qui sont très mal à l'aise, enfin qui les mettent très Ouais. mal à l'aise et justement c'est un peu ma petite mission de leur montrer ce pouvoir de la vulnérabilité et de baisser sa garde. Donc voilà, je pense que c'est la plus belle chose que le coaching, en tout cas que mes clientes m'aient apprise, jusqu'à maintenant. C'est génial et justement depuis que tu es coach, donc là, je vois que tu prends un malin plaisir à aller, titiller, ton entourage sur certaines parties. Mais est-ce que tu as vu justement un impact sur ton environnement depuis que tu es coach et que parce que c'est vrai que quand tu deviens coach, comme tu l'as dit, tu apprends certaines techniques, tu as une, sorte d'écoute qui se développe un peu différemment, un questionnement aussi qui Mmh. se développe différemment. Est-ce que toi, tu vois que ça a eu un impact sur ton environnement? Ouais, alors franchement, je vais te répondre très sincèrement. Alors bien sûr, ça a eu un impact sur mon environnement parce que, ben, du coup, maintenant j'ai un travail qui me permet de travailler d'où je veux, donc c'est grâce à ça que j'ai pu déménager à Guernesey, je, j'ai une certaine flexibilité financière, de temps, donc c'est vrai que j'ai un équilibre de vie beaucoup plus important.
Mais je pense que là où je veux aller, c'est vraiment dans mes relations avec les autres, en fait. Ça a pas trop impacté ma relation avec ma famille, à part qu'ils savent pas trop ce que je fais, ils me demandent, tous les mois, «Mais ça marche ton truc?» Tu vois? Genre, c'est vraiment encore, très flou. Mais ma relation avec les autres, avec mes amis, j'ai vu que, qu'elle a changé, en fait. Et vu qu'on est enfin, j'ai envie d'être hyper transparente sur la réalité de coach dans cet épisode, dans ton podcast. Il y a eu 2 tendances, en fait. Il y a eu, une tendance où mes amis, sont plus venus vers moi pour des conseils, et je les ai aidés, je les ai coachés. De toute façon, mes amis, c'était un peu mes premiers clients, hein. Il fallait que enfin, que je les faisais pas payer, mais je me suis fait la main, je me suis entraînée aussi sur toutes mes copines. Et donc c'est Ouais. vrai qu'il y a eu, cette posture où mes amis sont venus plus pour me demander des conseils et franchement, j'étais trop honorée et j'étais trop heureuse d'être là pour elles. Mais, en contrepartie, c'est vrai que dans certaines amitiés ou en tout cas dans certaines amitiés, il y a eu une sorte de relation un peu à sens unique, où j'étais tellement en posture d'écoute, d'aide que, on me demandait moins, bah, moi, comment ça va? Enfin les personnes venaient me voir pour me demander des conseils, mais après, c'était moins réciproque en fait et c'est vrai que ça, j'en ai souffert, enfin et j'en souffre encore maintenant. Après, c'est vraiment qu'avec quelques amitiés, mais où je me sentais, ben, sollicitée, ouais, sollicitée et pas forcément, qu'on me donne l'opportunité, ben, moi, de parler de mes problèmes ou quoi que ce soit. Donc ça, ça, c'est un peu compliqué à gérer pour être honnête. Et il y a un autre truc qui m'a pas du tout plu aussi, que j'ai vécu, il y a quelques mois, mais là, maintenant, j'ai mis des énormes limites et ça se reproduit plus. C'était des personnes que je connaissais, tu vois? Mais vraiment des connaissances de fac ou, enfin, avec qui j'avais parlé que quelques fois, pas des amis proches, bien évidemment, parce que mes amis proches, je les fais pas du tout payer enfin mes services, tu vois? Enfin, quand on fait des sessions, c'est avec grand plaisir, mais des personnes que je connaissais comme ça vite fait, à la fac. Ça s'est passé avec 2 personnes qui m'ont contactée, qui m'ont, demandé des conseils, qui ont voulu que je les coach, en fait et qui m'ont demandé de faire ça gratuitement et en fait, c'était hyper insultant parce que j'étais là, bah, en fait, si je n'avais pas été coach, vu qu'on n'est pas amis, tu ne serais jamais venu me parler et Mmh. je trouvais ça un peu culotté, en fait, aussi de me demander de pas les faire payer parce que moi, pour moi, quand on est ami avec quelqu'un, quand on soutient quelqu'un, on a envie de soutenir financièrement. Moi, toutes mes copines qui sont profs de yoga, qui me disent: «Mais non, t'inquiète, paye pas, tu viens quand même». Je suis là: «Mais non, en fait, je vais payer parce que je te soutiens». Mes amies à qui je fais des sessions gratuites, elles me disent: «Non, non, je te paye» et c'est moi qui leur dis: «Non, tu payes pas, c'est hors de question». Mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette idée enfin, cette impression de: «J'ai des ressources, j'ai des clés, il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont envie d'en profiter et sous prétexte qu'on se connaît, elles vont essayer d'avoir ça gratuitement» et ça m'a mis énormément mal à l'aise parce que d'un côté, j'avais envie d'aider ces personnes, mais en même temps, ben, je les connaissais pas trop. Quand on est entrepreneur, le temps est très précieux, donc il fallait que je garde ma posture d'entrepreneur aussi et du coup, c'est vrai que j'ai dû mettre des limites, j'ai dû remballer des gens. Je me suis sentie super coupable de le faire, mais en fait, je sentais qu'on profitait de moi, en fait et j'avais pas envie qu'on profite de ma gentillesse, donc ça, c'est quelque chose, bah, auquel je m'attendais pas et qui s'est passé et que j'ai dû apprendre à gérer, mais vraiment, enfin, très, très malaisant comme situation. Mmh. Ouais, je comprends et en plus, Hem, c'est vrai que ça vient te challenger sur ce que tu as envie d'apporter aussi. Quand on est coach, on fait ça parce qu'on a envie d'aider les gens. Donc forcément, tu as ton côté, «J'ai envie d'aider» et de l'autre côté, bah, oui, mais c'est quand même mon métier, donc il y a quand même une rétribution qui doit être, faite en face et c'est marrant parce que c'est quand même un sujet qu'on voit, régulièrement, chez les coachs, qui, vendent, leurs services. C'est quelque chose qui est pas toujours évident et moi, je suis curieuse pour, les personnes alors donc pour tes connaissances, tu as mis tes limites, OK, donc tu as mis en place des règles du jeu que tu as fait, respecter. J'imagine que alors c'est pas facile, mais c'est plus facile qu'avec, les personnes dont tu parlais auparavant qui sont tes amis et qui du coup, ont un peu switché et sont devenus plus intéressés par ce que tu pouvais leur apporter plutôt que de faire attention à toi. Comment tu as géré cette partie-là, justement sur la partie, plus amicale du coup? Mmh. Ben, j'ai pas géré. Je j'ai pas géré pour être tout à fait honnête. J'ai un peu de mal toujours avec ça. Après, c'est vraiment c'est tellement, avec peu d'amis, faut avec peu de personnes où
Ça s'est fait de rares fois, mais du coup, j'ai pas géré. J'ai toujours ce petit sentiment de: «Et ben, tu veux que ce soit une relation à double sens et que je t'apporte des trucs ou juste qu'on parle que de toi?» Honnêtement, j'ai pas réussi à l'adresser, ça, parce que, c'est compliqué, parce que aussi quand on vit à l'étranger, bah, ça serait une conversation qu'il faudrait avoir, face à face, en fait, et quand on est Mmh. à l'étranger, c'est pas une conversation que j'ai envie d'avoir au téléphone. Quand je vois mes amis, quand je rentre en France, c'est pas une conversation que j'ai envie d'avoir. J'ai envie de profiter, qu'on passe des bons moments ensemble, et je me dis pour l'instant, c'est pas quelque chose d'assez, présent pour que ça mérite d'en parler, que ça puisse fragiliser une amitié. Du coup, bah, je vais être honnête, ouais, je l'ai pas adressé encore. Mmh. OK, c'est pas quelque chose que tu mets sur le devant de ta scène, en tout cas Mmh. pour le moment. Non, non. OK. Oui, je comprends effectivement quand tu vis à l'étranger en plus, bah, quand tu rentres, généralement en plus, tu essayes, d'optimiser au maximum le temps que tu passes C'est sur ça. place donc c'est vrai que je comprends l'aspect, j'ai pas envie de m'ennuyer avec ce type de choses, même si c'est important pour toi, même si ça t'impacte, mais ça finira par venir dans tous les cas. Ouais, 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 carrément. Mmh. OK, merci beaucoup pour, du coup, ce partage. Et quand tu t'es lancée, est-ce que tu as rencontré des freins particuliers, en tant que coach? Alors tu t'es diplômée, tu t'es certifiée, tu t'es lancée très vite comme tu nous l'as dit. Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues te chercher justement pour essayer, de t'auto-saboter quand tu t'es lancée en tant que coach? Alors ouais, il y a eu énormément j'ai dû beaucoup travailler sur ma relation à l'argent parce que, je savais que ça allait être instable, voire nul, au début parce que, ben, voilà, c'est une réalité, quand on se lance, c'est un peu compliqué. En tout cas, enfin, c'est ce que je pensais, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est pas grave, mais bon, j'étais prête à l'affronter. Mais, comment, gérer cette peur du manque? Comment gérer, le fait de devoir, serrer les fesses et rester chez ses parents, même si on a 30 ans et qu'on n'a pas envie, mais, faire le choix aussi de se consacrer à 100 dans son business, rester vivre chez ses parents plutôt que d'avoir un petit boulot alimentaire à côté pour se payer un loyer. Ça, c'est des sacrifices ou en tout cas des questionnements auxquels j'ai dû faire face, et c'est vrai que pendant toute ma première année en tant qu'auto-entrepreneur, vraiment je gagnais quasiment pas d'argent, ou en tout cas, pas assez pour subvenir à mes propres besoins. J'ai emménagé chez mon mec rapidement, donc je payais pas de loyer, donc ça c'était cool. Mais c'est vrai que, j'ai dû faire avec. J'ai dû apprendre à gérer mes peurs, à apaiser mes peurs, et aussi je me suis dit: «Mais Ambre, tu pas d'enfant, t'as pas de crédit, c'est le moment en fait de prendre des risques entre guillemets, tu vas pas finir sous un pont, t'as des amis, t'as une famille», enfin voilà, j'ai vraiment, apaisé mes peurs. Ça m'a pas empêché quand même de prendre un petit boulot pendant 1 an et demi, dans un coworking. En fait, ça s'est trop bien fait. Je voulais trouver un bureau dans un coworking parce que je me sentais seule à la maison, et quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai vu que rapidement, j'ai vu que c'était assez cher de travailler dans un coworking. C'était genre, minimum 100 balles par mois, et du coup, en fait, à Aix-en-Provence, il y avait un coworking qui cherchait un manager, enfin happiness officer, tu vois? Où je m'occupais du Ouais. café, du PQ, des salles de réunion, tout ça. Enfin, vraiment des trucs un peu basiques, et en contrepartie, je pouvais travailler dans le coworking, et j'avais, un petit salaire, enfin ouais, je faisais une petite facture de 500 € par mois, et en fait, c'est vrai que ça m'a apporté un petit filet de sécurité. J'ai rencontré des gens super, j'ai pu me faire un réseau. Quelques-unes de ces personnes sont devenues mes clientes aussi, donc franchement, c'était vraiment parfait. Ça a été vraiment ce qui m'a permis de continuer de payer mes charges, et de soutenir un peu mon activité, donc ça, c'était super, et ça a vraiment aidé, par rapport à ce frein de l'argent. Il y avait un frein aussi, technique, dans le sens où, ben, faire un compte Insta, enfin maîtriser l'identité, enfin le design, faire un site web, ça c'était très, très compliqué, donc il a fallu que je délègue, que j'investisse. Ça, c'était un peu challengeant, et aussi je pense que l'autre difficulté, c'était, OK, j'ai appris à être coach, je sais être coach maintenant, enfin en tout cas j'ai fait les études pour être coach, mais j'avais aucune expérience dans le métier d'entrepreneur. J'ai pas fait Mmh. de business school, je
Et du coup, j'ai dû apprendre tout ce qui était vente, marketing, communication, création de programmes, identité visuelle, enfin vraiment tout ce qui fait, enfin business plan, tout ça, compta. Il a fallu que Mmh. j'apprenne tout ça, donc c'était ce qui était challengeant, c'était vraiment d'apprendre ce métier de coach, mais aussi cette casquette d'entrepreneur et cette casquette d'entrepreneur, je suis encore en train de l'apprendre. D'ailleurs, là, j'ai engagé une coach business qui est juste extraordinaire parce que justement, c'est très, très dur de s'identifier en tant qu'entrepreneur, en tout cas pour moi. En plus, j'ai une phobie administrative. Donc, voilà, c'était un peu les 3 freins, tu vois, que j'ai identifiés, ouais, l'argent, la technique et la casquette d'entrepreneur. Mmh. OK. Super intéressant et du coup sur, la partie, argent, donc tu parlais de rationaliser finalement en te disant: «Voilà, je vais pas être sous les ponts, j'ai un filet déjà, je suis, chez mes parents ou chez mon mec» et cetera. Est-ce que tu as travaillé ça d'une autre manière que de rationaliser? Ou est-ce que, ça t'a suffi justement de poser les choses et de te dire: «Bon OK, ça je finirai pas sous les ponts et ça me suffit et ça me rassure»? Mmh, j'ai fait un énorme travail sur mon enfant intérieur aussi vraiment, grâce au enfin, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment un outil que j'adore. J'ai fait un énorme travail où il fallait que je rassure mon enfant intérieur, que mon enfant intérieur n'avait enfin, pouvait être rassuré, que j'allais pas la laisser, finir sous un pont, que enfin, j'avais les choses en main, que ça allait aller. Enfin, j'ai vraiment dû travailler avec mon subconscient pour apaiser mes peurs parce que mes peurs n'étaient pas rationnelles, en fait. Du coup, il fallait vraiment que j'aille à un niveau subconscient pour travailler sur ça. J'ai travaillé sur comment déprogrammer mes pensées limitantes et vraiment calmer cette peur, en fait, en travaillant main dans la main avec mon enfant intérieur et c'est ça qui a aidé à apaiser et je pense que mon amoureux a eu un énorme impact sur ça. Il a une relation très saine avec l'argent, très très rassurante et du coup, ça a un peu déteint sur moi aussi où il m'a dit: «Mais t'inquiète pas, ça va aller, moi je te soutiens s'il y a quoi que ce soit» et je pense que, ben, le fait de bien s'entourer aussi, c'était hyper important. En tout cas, moi, ça m'a énormément apaisée et rassurée à ce niveau-là. Mmh. Justement, tu parles, de ton copain, ça m'intéresse de savoir alors à la fois sur la casquette coach et entrepreneur, comment ça se passe? Parce que, c'est un domaine de vie, je trouve, qu'on met un peu trop de côté quand on enfin, qu'on met pas de côté, pas dans le sens on le fait, mais, dans ce qu'on partage dans nos quotidiens, d'entrepreneurs, les relations, qu'on peut avoir avec, l'autre. Il y a le côté amical, mais il y a aussi le côté amoureux. Comment ça se passe, du coup pour toi, si tu as envie de nous partager ça? Comment ça se passe? Est-ce que c'est sain? Est-ce que tu sens aussi qu'il y a des choses qui peuvent potentiellement mettre en risque? C'est quoi un peu ton ressenti, toi et ton vécu sur, cette partie-là? Question super intéressante. Alors déjà, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, mon mec, je l'ai rencontré sur Tinder. Vraiment, moi qui quand j'ai quitté mon ex avec qui ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, je m'étais dit: «Mais je vais finir seule» et en pleine dans ma crise de la trentaine, j'étais là: «Je vais retrouver personne ou le temps que je retrouve quelqu'un, qu'on habite ensemble, je vais avoir des enfants à 40 ans». Enfin bref, vraiment très compliqué. Au final, mon mec, je l'ai rencontré un mois après m'être séparés. On s'est rencontrés sur Tinder et on s'est mariés 9 mois après s'être rencontrés. Incroyable. Donc pour la petite histoire, ça peut aller très vite et moi je suis pro Tinder, vive Tinder. Bref, c'était ma petite, la petite aparté. Mais enfin ma relation vraiment, je pense que j'ai le meilleur mec du monde, enfin sans me vanter. Enfin je vis avec quelqu'un de vraiment extraordinaire et pour être tout à fait honnête, s'il n'avait pas été là, s'il n'était pas là, je pense que j'aurais abandonné depuis longtemps. Parce que clairement, pendant un an et demi, mes premiers 1 an et demi en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai eu envie d'abandonner toutes les semaines. Mais vraiment toutes les semaines, j'étais là, «J'arrête, c'est trop dur, je veux un job stable, je veux avoir, une tranquillité d'esprit» et lui, il était là: «Non, je t'interdis, tu t'arrêtes pas, tu continues, tu continues». Donc il y a déjà ça, vraiment ce soutien inconditionnel que j'ai eu de sa part qui était énorme, même si, j'avais l'impression d'être un fardeau aussi, un peu un fardeau, parce que je me plaignais souvent, parce que c'était très dur, mais aussi un fardeau financier parce que clairement moi je pouvais rien assurer en termes de finances et du Mmh. coup il a fallu que je gère un peu cette culpabilité. Du coup, par rapport à ma relation, c'est plus moi qui ai dû gérer ça. Lui, ça allait très bien, hein, mais c'était moi qui me sentais pas très bien.
Après, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que, ben, c'est un mec et il est anglais et du coup, c'est vrai que, ça rime pas forcément avec comment bien gérer ses émotions. Aussi, il savait pas comment, gérer ses émotions ou en tout cas aussi accueillir les miennes parce que moi, en tant que femme hypersensible avec des origines italiennes, tu vois? Genre qui vient du sud, enfin vraiment Waouh, très, les opposés. voilà, exactement les opposés et du coup, grâce aux outils de coaching que j'ai appris sur comment naviguer ses émotions, les comprendre, faire sentir à l'autre, en fait, parce que justement, mes clientes, j'ai dû apprendre à les faire sentir, enfin, qu'elles se sentent entendues, comprises et vues, en fait. Et ce qui était super intéressant, c'est que j'ai pu, apprendre à mon mec à me faire sentir comme ça aussi, parce que moi, je le faisais se sentir comme ça. Il me disait: «Mais waouh, je me sens trop entendu et vu avec toi» et je lui ai dit: «Bon, bah, je vais te montrer comment faire aussi pour que je ressente la même chose» et c'était hyper intéressant et c'est grâce au coaching vraiment qu'on a pu créer cette relation en fait qui est super saine, qui est trop belle et il était là: «Waouh, mais je pensais pas, je pensais que les émotions, il fallait les cacher parce que, ben, voilà, les Anglais, ils sont pudiques et tout» et ça, c'était vraiment un trop bel aspect du coaching en fait et vraiment je remercie le coaching d'avoir apporté cette pierre à l'édifice de notre couple, donc ça, c'est trop cool et la dernière chose, c'était que aussi je parle beaucoup de mon travail. Je parle beaucoup de ça, de pas de mes clientes, mais des challenges, auxquels je fais face, des trucs bien, des trucs moins bien et parfois, j'ai un peu peur d'être relou avec ça, tu vois? Bon, c'est pas les seuls sujets de conversation qu'on a, mais parfois, Ouais. en tout cas, je fais gaffe à ce que ce soit pas le seul sujet de conversation, que ce soit pas le seul aspect de ma personnalité. J'essaye de cultiver aussi, des autres intérêts, des autres passions parce que je veux pas que mon business devienne toute ma vie aussi et devienne juste, le sujet de conversation avec mon mec. Donc, je fais attention à ne pas monopoliser, en tout cas à ce que mon business ne monopolise pas juste tout le temps et tous les sujets de conversation. Donc voilà, ça c'est un petit peu les questions, enfin les challenges dans mon couple. OK, trop intéressant parce que je trouve qu'effectivement, on n'ouvre pas assez la parole là-dessus alors que ça a forcément un impact quand on devient entrepreneur. C'est vrai que, bah, quand tu es salarié, déjà, ton boulot peut prendre beaucoup de place, mais quand tu es entrepreneur, tu es patron d'une boîte, donc ça a forcément un impact énorme dans ta propre vie et ça peut se répercuter sur les personnes avec qui tu es au quotidien. Je pense que c'est des choses qui sont importantes à mettre à plat et faire en sorte, bah, de trouver le bon équilibre comme toi Mmh. tu as mis en place jusqu'ici et c'est génial en plus que ça ait, eu un rayonnement super positif, sur vous 2 donc c'est Ouais, trop, trop cool, trop ouais, cool. c'est clair. Et toi, comment tu entretiens, ta posture de coach? Qu'est-ce que tu fais justement alors, tu t'es, certifiée il y a maintenant un peu plus d'un an, Mmh. mais depuis, est-ce que tu as mis en place une certaine routine ou quelque chose en particulier pour, justement entretenir, ce que tu apportes à tes, clientes? Mmh. Ouais, alors je pense que, de parce que le développement personnel et le coaching m'intéressent, je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts de développement personnel, de lire des livres. Donc ça, c'est comme ça, en fait, que j'entretiens, surtout aussi avec mon podcast. Du coup, je dois plonger dans des sujets assez précis et donc je commande des livres sur ce sujet, je lis beaucoup d'articles et c'est vrai que enfin, je sais pas, pour te donner des exemples, là, je suis en train de préparer une masterclass sur la comparaison, comment arrêter de se comparer à 30 ans. Je passe des heures et des heures à lire, des articles, j'ai commandé 2 livres, donc c'est comme ça, en fait, que je continue à me former, un peu indirectement. Mais là, c'est vrai que mon focus, c'est, je me forme vraiment en tant qu'auto-entrepreneur parce que Ouais, c'est bien beau d'être coach, mais si je veux continuer à être coach, il faut que je puisse pérenniser mon activité, comment vivre, comment toucher le plus de monde aussi parce que j'ai réalisé que, ben, j'adore faire du coaching, one on one, mais ça a un certain tarif, et j'ai envie, de toucher plus de monde et que du coup en faisant, du coaching de groupe, ça réduit les prix, ça augmente l'impact, il y a une trop belle dynamique de groupe donc mais il faut apprendre à faire tout ça aussi donc c'est aussi sur ça que je me forme en ce moment. Mmh. OK, donc tu es coach et tu te fais encore coacher. Exactement et je pense que je me ferai coacher toute ma vie parce que j'adore ça. Vraiment, c'est extraordinaire et j'adore ça vraiment. C'est pas ma drogue, mais limite, tu vois? Je comprends. Ouais. Ça Ouais. devient addictif. Quand tu ouvres la porte du Ouais. coaching, tu vois, Mmh.
tu découvres tellement de choses sur toi et c'est un tel accélérateur, je trouve que C'est clair. ça a un côté addictif, quand même. Mmh. OK, C'est trop clair. cool. Ouais. Trop cool. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. J'ai encore quelques Mmh. questions pour toi, les questions de la fin, on va Mmh. dire. J'ai envie d'aller te chercher sur certains de tes avis. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses du développement personnel? Alors je pense que le développement personnel, c'est une chose merveilleuse. Franchement, c'est quelque chose, qui permet de se découvrir, de se libérer, de d'être en paix avec soi-même, mais tout de même, il y a des limites quand même et franchement, c'est je pense qu'on n'en parle pas assez de ces limites de parfois on peut parler de burn-out, de développement personnel. On est Mmh, tellement là à travailler sur soi, que qu'on n'en peut plus déjà, qu'on en a marre de lire des livres, qu'on en a marre de creuser, qu'on en a marre de vouloir toujours s'améliorer, parce que, bon, déjà, c'est fatigant et on peut vraiment être en mini burn-out de développement personnel et après parce que, on peut avoir l'impression de ne jamais, enfin, qu'il y ait toujours quelque chose à améliorer, qu'on n'est jamais, assez bien ou assez parfait et je pense que c'est là qu'il faut temporiser, qu'il faut vraiment prendre conscience et trouver un équilibre entre j'ai envie de me développer, j'ai envie d'être bien avec moi-même, mais aussi je suis parfaite telle que je suis, j'ai pas besoin de toujours travailler sur moi-même, de vouloir m'améliorer. Je m'accepte aussi comme je suis. Parce que de toute façon, le développement personnel, c'est vraiment le chemin de toute une vie, tu vois, c'est faire le travail mmh. de toute une vie et que du coup, il faut trouver cet équilibre et aussi accepter et s'accepter avec ses défauts, ses peurs et qu'on peut pas travailler sur tout de suite et de vraiment se dire: «Ben, voilà», s'aimer, s'accepter aussi tel qu'on est et voilà, je pense que c'est hyper important et que c'est la limite à prendre en considération et aussi que le développement personnel ou en tout cas que le coaching, c'est des outils pour vivre mieux sa vie. Que le coaching et le développement personnel, c'est pas la vie, c'est un outil. Par exemple, quand j'ai des coachés qui me disent: «Oh, mais j'étais trop occupée à voyager, travailler sur mon projet pro, j'ai pas eu le temps de finir, ces modules de coaching». Je suis là: «Mais t'inquiète, enfin, il faut avancer certes, mais c'est pour ça que tu fais ça, en fait. C'est parce que tu fais le coaching parce que tu étais bloquée, que tu arrivais pas à partir en voyage, que tu arrivais pas à bosser sur ton projet pro. Le coaching, il est là pour te soutenir parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est pas de faire ses devoirs de coaching. La vie, c'est de, ben, travailler sur tout ça, donc vraiment de remettre le coaching et le développement personnel à sa place aussi, je pense que c'est hyper important. Mmh. OK, trop cool, merci Mmh. et justement, c'est Mmh. quoi le truc que tu ne supportes pas dans le monde du coaching? Oh là là! Ah là là, ça franchement, c'est assez évident. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ce filon de, ben, je tu peux te déclarer coach, en fait et déjà j'aime pas, enfin, il y a 2 choses et je me suis fait avoir. J'ai engagé une coach, en début d'année, qui vendait un peu du rêve. En fait, quand j'ai commencé à faire sa formation, c'était que du blabla. Tu sais, ces business coach qui ont un peu ce modèle, pyramidal où, elles te disent, «Je vais te montrer comment faire, enfin 10 000 € par mois» et en fait, c'est parce que tu payes pour leur formation qu'elles vont te montrer ça. Enfin, tu vois? C'est Ouais. faux, en fait, c'est du fake, donc ça me gêne énormément et aussi, moi, j'ai la croyance que, on peut être coach de tout parce qu'on a des outils et parce qu'être coach, c'est travailler sur le mindset et qu'on peut avoir des outils de mindset. Mais moi, en tant que coach, ce qui est important, c'est de comprendre les personnes que j'ai en face, de pouvoir, comprendre via mon expérience ce par quoi elles sont en train de passer et c'est pour ça, par exemple, tu vois, qu'avec mes coachs, mes coachés, j'ai un peu de mal à aborder la question de la maternité parce que je suis pas encore maman, parce que je comprends pas encore les même si je peux identifier les challenges, je comprends pas encore les enjeux, les émotions, tu vois? Et j'ai un peu du mal à coacher les personnes qui vivent des choses que je n'ai pas vécues. Après, j'ai pas tout vécu, mais c'est pour ça que ma niche, au final, est assez enfin ma niche, ma spécialité est assez restreinte, au final, mais pour moi, c'est important ça. Et il y a aussi des coachs, tu vois, qui se promulguent, par exemple, coach pour auteur, publie ton livre et qui n'ont jamais eux-mêmes publié de livre, et ça me gêne énormément. C'est vrai qu'on peut montrer comment publier un livre, mais je pense que c'est vraiment un peu trop exploiter cette facilité, et ça me gêne beaucoup parce que, bah, ça manque de crédibilité, ça je sais pas, ça me gêne et donc voilà, c'est vraiment un peu les limites de l'industrie du coaching où il y a pas mal de coachs qui vendent du rêve et ça me gêne parce que, ben, ça décrédibilise les autres coachs qui font ça avec beaucoup d'authenticité, de bienveillance, de légitimité aussi, tu vois? Donc
Il faut faire attention parce que même moi j'ai été victime, de ça, tu vois? Et là je suis encore, je paye, 150 € par mois pendant 12 mois pour une formation que je déteste. La meuf, je peux plus me la voir en photo. Je me suis désabonnée d'elle et tout sur Instagram donc faut faire attention, ouais. Ouais Mmh. et je rebondis sur ce que tu disais, je trouve qu'il y a aussi plusieurs définitions, en fait, de coach. Parce Mmh. que tu as le coach qui, je pense, comme toi et moi, on est bon, déjà, on s'est certifié, donc on sait ce qu'on fait, et le coaching, dans sa définition pure et dure, c'est, du questionnement pour aider la personne à trouver ce qu'elle a en elle, pour trouver ses propres réponses. Alors que, bah, quand tu parles, tu vois, de coach, pour auteur, par exemple, pour moi, c'est pas forcément du coaching dans sa définition pure, c'est plus du Mmh. mentorat ou du Ouais. consulting ou ce genre de choses et je te rejoins totalement quand effectivement tu te dis coach, pour accompagner sur un sujet que tu as pas vécu alors que, bah, ton métier c'est pas coach, c'est plus, mentor. Je trouve que c'est dérangeant. Par contre, un coach qui fait bien son taf, en fait, tu vois, même par rapport à toi, ce que tu dis, même si tu n'as pas connu la maternité, si tu restes sur cette posture de coach, tu es capable Mmh. finalement, d'accompagner les personnes parce que tu vas aller travailler sur les blocages de la personne pour être maman ou, dans, ses difficultés, enfin bref, peu importe le sujet qu'elle a autour de la maternité, mais ta posture, elle est quand même légitime parce que tu n'es pas là pour donner des conseils finalement. Exactement. Donc bien Mmh. faire la différence, aussi là-dessus et je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez ouvertement justement de cette différence entre, coach où tu fais du coaching, où là tu es sur du mindset, tu vas creuser chez la personne et le côté, coach où c'est une étiquette plus de mentor, qui est adoptée. Carrément, carrément. Non, il faut vraiment faire la différence et quand, bah, les personnes qui nous écoutent, enfin vraiment faites un appel découverte avec vos futurs coachs et demandez-lui, enfin c'est hyper important. Mmh. Ouais, totalement et dernière question pour toi, est-ce que tu te vois coach toute ta vie? Alors honnêtement, non. Honnêtement non, je pourrais dire oui parce que j'adore maintenant ce métier, mais en y réfléchissant et en te répondant vraiment honnêtement, en toute transparence, non. Non, parce que, c'est un métier qui prend énormément d'énergie déjà, qui en donne beaucoup, mais qui prend énormément d'énergie, de charge mentale et c'est pas tellement par rapport au fait d'être coach, je pense que c'est au fait d'être entrepreneur aussi. C'est vraiment ça qui est challengeant. On est tout le temps en dehors de notre zone de confort et ça, c'est quelque chose que j'adore maintenant, qui me passionne, mais je pense que qui est fatigant. Enfin, déjà, je me sens un peu fatiguée, tu vois? Ça fait 2 ans et je vois que, fou, c'est un challenge d'être tout le temps en dehors de sa zone de confort, d'apprendre tout le temps et c'est vraiment mon objectif l'année prochaine de stabiliser, de pérenniser, d'être plus dans ma zone de confort parce que là, je fatigue un peu Mmh mh. et je pense que, ben, ça va pas être tout le temps, enfin moi vraiment ma règle de vie, hein, et ma règle professionnelle, c'est mon job doit soutenir le style de vie que je veux avoir. Vraiment, c'est d'abord je définis le style de vie que je veux mener et ensuite je trouve un job qui va m'aider à faire ça, en fait et je pense que, ben, quand j'aurai envie d'un style de vie plus stable ou que j'aurais envie, tu vois, d'avoir une charge enfin un espace mental plus libéré parce que je sais pas, parce que j'ai une famille, parce que j'ai envie de plus voyager ou autre. Je pense que ça sera peut-être pas compatible. Après, c'est peut-être une croyance limitante et peut-être que quand je vais grandir, je vais pouvoir, déléguer et m'entourer de personnes qui vont pouvoir justement me délester de cette charge mentale. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué pour moi de voir comment je pourrais organiser ça dans le futur et aussi tout simplement parce que, il y a trop plein d'autres métiers qui m'attirent en fait, tu vois? J'adore mon métier de coach, mais je sais pas, je rêve aussi et je vais m'autoriser un jour quand j'en aurai envie à être agent immobilier, j'ai envie de rénover un château, tu vois? J'ai envie de faire plein de choses en Ouais. fait et comme j'ai adoré mon chapitre dans la diplomatie culturelle, là, je suis en train d'adorer ce que je suis en train de vivre et si un jour ce chapitre se termine, ben, je l'aurai adoré et je passerai à un autre chapitre d'après, tu vois? Donc je sais pas, on verra, mais en tout cas, je pense pas que je serai coach toute ma vie. Mmh. OK. Merci pour ta ton honnêteté, ta Ouais. transparence. En tout cas, c'est super, super intéressant Ouais. et merci d'avoir joué le jeu parce que c'est des questions qu'on se pose pas forcément de manière Mmh. publique. Donc, Mmh. trop contente de ce que tu m'as apporté. J'espère que ça t'a plu à toi aussi.
Ouais, bah, franchement, merci Julie. Je me suis sentie hyper en confiance et je pense que j'ai été hyper honnête. Je me suis sentie un peu vulnérable à certains moments, mais c'est vraiment, important de montrer cette réalité, qui est pas toujours toute rose de coach de vie et merci de m'avoir invitée. Merci parce que ça a été aussi un exercice pour moi d'introspection donc merci pour cette opportunité. Franchement, j'espère que ça va parler à toutes les personnes qui nous écoutent donc trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est très gentil et si on a envie de te suivre, on te trouve où exactement? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon nom Instagram, c'est @sereine.ambre, SEREN.ambre, AMBRE. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Vivement 30 ans, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et un site web. Je crois que c'est Ambre Arcangeli Coaching, un truc comme ça. Je mettrai tout dans la Voilà, barre de description. voilà. Parfait. Eh bien, écoute, merci encore une fois, Ambre, pour tout ce que tu nous as partagé et pour ton grand sourire que j'ai eu le plaisir d'avoir en face de moi. Malheureusement, les auditeurs ne l'auront pas, mais c'était super vraiment d'échanger sur toi, sur ta vie, sur ton histoire de coach. Et bah, je te dis à très vite alors. À très vite, Julie. Merci. Salut! Salut.